Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Vous n'avez pas abandonné l'art. On vous a juste appris à le mettre sur pause. Ce podcast est là pour vous aider à désobéir et à appuyer sur play. Bienvenue dans les clés de la créativité. Un espace pour celles et ceux qui pensent que créer, c'est s'exprimer, respirer, exister. Un vendredi sur deux, vous entendrez la voix d'un artiste, d'une créatrice ou d'un agitateur culturel. On parle d'inspiration, de doute, de parcours, de tout ce qui rend la création vivante et essentielle. Envie de nous suivre aussi entre les épisodes? Direction Instagram, TikTok ou LinkedIn, les clés de la créativité tout simplement. Ici, on ne vous demande pas d'être parfait, juste d'être vous-même. L'épisode commence. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Sabrina Roche. Sabrina est artiste plasticienne et a une exposition très bientôt. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait avec les liens en description. La qualité de cet épisode est relativement moyenne, je m'en excuse. On a eu un petit pépin aux alentours de la 10e minute lors de l'enregistrement. Ça reste très écoutable. Donc, bonne écoute. Bonjour Sabrina, bienvenue dans les clés de la créativité, j'espère que tu vas bien. Bonjour Thomas, oui, va bien, merci. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es artiste peintre et plasticienne et je voulais que tu nous parles de ton premier souvenir lié à la peinture. Alors, mon premier souvenir lié à la peinture remonte à l'enfance, en fait, parce que dès l'école, je faisais toutes mes cartes de géographie, d'histoire à la peinture. Je faisais tout à la peinture. Donc, en fait, j'avais d'excellentes notes dans cette partie-là, beaucoup mieux qu'en mathématiques, par exemple. Ok. Donc effectivement, tu as commencé à peindre sur tes cartes. Alors c'est pas évident parce que la plupart du temps, les professeurs réclament du crayon de couleur. C'est beaucoup plus propre en général que de la peinture. Qu'est-ce qui t'a poussé à peindre? Enfin, juste pour le sujet, à l'époque, c'était moins rigoureux, hein, on pouvait faire à la peinture, du moment que c'était propre. Voilà, bon. Qu'est-ce qui m'a poussée à peindre? C'est déjà, je suis dans un milieu familial assez artistique. Ma mère a toujours peint, dessiné. Mon grand-père maternel était peintre. J'ai une tante qui est peintre, sculptrice. Donc, on a toujours peint, dessiné chez moi. Donc, Ok. c'était naturel en fait. Mais j'aimais beaucoup peindre, faire des dessins, recopier des tableaux, des trucs comme ça. J'ai vu que tu as un parcours professionnel qui est assez spécial et je voudrais que tu nous en parles parce que voilà, il y a une petite anecdote spéciale autour de ça. Alors, en fait, quand j'étais adolescente, que j'ai dû choisir un parcours professionnel, j'étais intéressée pour le suivre la voie des beaux-arts, mais comme on n'avait pas d'argent à la maison, j'ai dit, je ne pourrais jamais vivre de cette passion-là. Donc, j'ai bifurqué vers autre chose. J'ai fait métier lit- euh, très, très, très différent, très loin de là, parce que j'ai travaillé dans l'assurance et j'ai été même très engagée syndicalement et même j'ai été présidente d'un syndicat professionnel. C'est vraiment loin, loin, loin de là. Mais j'ai toujours quand même gardé un bout de pinceau ou un bout de crayon, puisque j'ai même à un moment donné suivi des cours de dessin aux Beaux-Arts de Versailles. Je me suis vraiment bien amusée et notamment ça m'a permis d'affûter mon regard. Parce que c'est vrai que quand on peint ou on dessine, le regard est primordial pour pouvoir bien saisir chaque trait, chaque nuance. Ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Euh, Combien de temps a duré ta pause dans l'art en fait? J'ai repris vraiment, vraiment en 2010. Donc, la pause a été quand même longue, quoi, en fait. Enfin, pour vraiment le faire sérieusement. J'ai toujours eu un crayon, un pinceau, mais c'est pas sérieusement. Qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre les pinceaux après une si longue pause du coup? Eh bien, en fait, c'est ma fille qui a toujours considéré que j'étais l'artiste de la famille et elle m'a demandé de lui faire un tableau. Alors, j'ai acheté une toile, j'ai racheté plein de matériel, des pinceaux, et je me suis tellement régalée à faire ce tableau que depuis, après, j'ai plus jamais lâché les pinceaux. Ok. Et depuis 2010, ben, je peins à fond. J'ai fait plein d'expos personnelles et collectives pendant une dizaine d'années, pendant ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc Donc, voilà. t'avais encore des œuvres, t'avais déjà des toiles que t'avais fait avant, dont t'as profité pour exposer, ou vraiment à partir du moment où t'as fait ce tableau, c'est ça qui a marqué ton retour direct à la création? Ah, c'est vraiment, vraiment à ce moment-là que le retour direct est
important la création, vraiment. Ok. Et donc, tu avais vraiment le sentiment d'avoir trouvé ta voie après cette reprise et c'est ça que tu fais maintenant? Ou est-ce que tu as Ah encore oui. des métiers alternatifs et voilà, tu as du mal à en vivre? Ah non, non, de toute façon, c'est mon activité, parce que parfois quand on dit: «On est peintre», on nous regarde, on me dit: «C'est un hobby». Je dis: «Non, c'est pas un hobby, c'est mon métier, c'est mon nouveau métier». Ça sérieusement, tout ce qui va avec, les expos, l'organisation des expositions. C'est un point qui est mal connu et qui peut intéresser les auditeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est peintre, on est aussi une petite entreprise. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour nous parler de ça? Ah oui, et d'ailleurs, mon passé professionnel m'a beaucoup aidé sur cet aspect-là, puisque j'ai fait beaucoup de choses en communication, l'organisation dans le passé professionnel. Et quand on peint, et notamment quand on est seul, en fait, hein, ça, il faut tout gérer. Il y a la partie création, production, primordiale bien sûr. Il y a aussi après toute la partie recherche de lieux d'exposition, organisation des expositions, la communication, la publicité, les communiqués de presse, en fait, la gestion financière, puis il faut savoir faire des factures, il faut pouvoir déclarer des impôts. C'est une mini-entreprise, en fait. Il faut avoir quand même cet esprit entrepreneurial si on veut se développer là-dedans et en vivre, je pense. Ça me paraît effectivement fondamental. On va revenir un petit peu sur la partie créative, parce que cette partie-là, tu l'as dit, la partie créative est très importante, c'est une part fondamentale, même si la part qui vraiment va te permettre de vivre, c'est la partie backstage. Comment décrirais-tu ton style artistique à quelqu'un qui connaît pas ton travail? Alors, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le faire assez souvent dans les expositions parce que les gens sont curieux et me demandent pourquoi je fais ceci, comment je fais cela. Et en fait, je suis, moi, attirée par tout ce qui est abstrait. Travail de la matière, des couleurs, ajouter des textures. Enfin, j'aime beaucoup explorer ça. J'aime les défis parfois. Je participe à des expositions où il y a des thèmes imposés. Et j'avoue que cette partie-là me plaît parce que ça me challenge un peu. C'est intéressant de sortir de sa zone de confort, si je peux dire. Mhm. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Alors, à mon sens, t'es un peu à côté parce que là, tu décris pas un style, tu décris ce qui te plaît. Mais après, c'est peut-être ça ton style. Mon style, c'est abstrait. Ok. Ça, c'est le style majeur, on va dire. Ok. On va aller donc on va. Et j'aime les grands formats. Voilà. Si on Ah, peut me caractériser. d'accord. Ça, c'est important. Donc, on va rentrer un peu différemment. Je vais prendre un autre angle d'attaque. Quelles sont tes principales sources d'inspiration au quotidien? Euh, moi, j'ai pas de source parce que parfois on me demande quand tu es en Provence ou en Normandie, est-ce que tu peins différemment? Je dis non, ça n'a aucune influence sur ma façon de peindre ou sur ma créativité. C'est plutôt mon état d'esprit va influer sur ma peinture, notamment sur le choix éventuellement de couleurs, sur le choix de matière. Et d'ailleurs, ma série que j'expose actuellement, Résonance nocturne, et fait ressortir une partie sombre de ma personnalité et la partie lumineuse par l'ajout de couleurs qui explosent. C'est quelque chose que j'ai vraiment analysé tout récemment. Ok. Quand tu dois décrire tes tableaux aux gens qui visitent les expos, comment est-ce que tu fais? Je leur demande ce qui les intéresse. J'essaie plutôt de faire parler les gens, en fait. Moi-même, déjà imposer ce que j'ai fait. Et puis après, ben, je leur explique. Ben, si je travaille en ajout serré où j'ai travaillé avec du plastique recyclé, ça peut intéresser les gens. Donc, je leur explique comment j'ai fait. Je travaille parfois avec des vernis différents qui sont des résines un peu mouillées. Enfin, j'explique de cette façon-là. Bon, et y a-t-il des artistes ou des mouvements artistiques qui t'influencent de façon particulière? À vrai dire, non, parce que en fait, je suis sensible à beaucoup de formes d'art, euh, de l'impressionnisme ou à l'extrêmement figuratif. Je suis parfois très impressionnée par ce que font certains artistes avec des pastels, enfin, vraiment des choses qui sont extraordinaires. Mais
Ça ne m'influence pas moi-même personnellement, quoi. En fait, je me laisse porter, en fait, consciemment, hein, parce que parfois on peut avoir, une influence, sans s'en rendre compte. Mais j'ai pas de l'artiste peintre qui particulièrement m'influence, en fait. Ok, et puis tu m'as déjà dit que ton environnement particulier t'influence pas non plus, donc c'est pas simple de savoir d'où ça te vient. Alors on m'a dit que j'ai intellectualisé certainement beaucoup, ce que je fais. Ah, Assez d'accord. personnel, assez compliqué d'enfance et Uhum. apparemment, ça pouvait justement expliquer cette histoire de sombre et de lumière, c'est vraiment je puise en moi, en fait, toute cette, source d'inspiration. Ok, pas de problème, ça existe. C'est assez rare, mais ça existe. Ok. Bah, du coup, on va essayer de comprendre comment ça se passe quand tu bosses. Et est-ce que tu veux bien nous décrire une journée type dans l'atelier quand tu es en création? Alors ça, c'est un grand moment là, j'adore quand je programme la journée de travail, d'ailleurs le café, le verre d'eau, la petite musique ou pas, ça dépend de ce que j'ai envie de faire et bah, je prends ma toile, je travaille à plat. Je n'aime pas travailler sur chevalet. Bon, c'est parfois compliqué parce que les grandes toiles, ça demande de la place. Pour tourner autour, c'est pas simple, en effet. Voilà, c'est un peu sportif parfois, mais ça ne me gêne pas. Parfois, j'en profite pour faire des inclinaisons, des coulures. Enfin, j'utilise mon espace. Et donc, quand je m'y mets, en fait, c'est comme beaucoup d'ailleurs. On oublie le temps qui passe, quoi. Passer des heures à avancer, réfléchir, travailler mon fond. Après, le fond va m'influencer pour utiliser telle couleur ou telle matière. Souvent, enfin, j'ai du mal à m'arrêter, en fait, hein. C'est compliqué de m'arrêter. J'aime bien travailler dans le long terme, tant que j'ai pas quasiment fini presque de rester sur mon tableau. D'accord. Dans ce cas-là, combien de temps peut te prendre une toile en moyenne? Si une journée, quand je m'y mets, je suis en apnée pendant une journée au moins, quoi. Parfois moins, hein, mais je veux dire, si on dit en moyenne, parfois, si c'est un tableau plus long, je vais forcément le reprendre, mais en moyenne, c'est à peu près ça, quoi. Bon, Alors, comment tu décris une journée? Une journée, c'est de 9h à 19h ou c'est de 9h à minuit et demi, 1h du matin ça serait plutôt ça, moi. C'est plutôt ça. Le matin, j'aime bien traîner avec un petit café face à la nature. Ça, c'est peut-être ça qui me fait aussi un temps d'apaisement. Et puis après, quand je m'enferme, entre guillemets, dans mon atelier, je peux rester. D'ailleurs, c'est compliqué pour mon entourage quand il y a du monde parce que je peux ne pas manger, je m'en fiche, quoi. Moi, je suis dans mon truc et je m'arrête pas. Ok. J'aime bien aller jusqu'au bout. D'accord. Alors, du coup, ça m'amène à la question suivante. Comment tu sais qu'un tableau est terminé? Alors ça, c'est le vaste sujet, ça. C'est marrant, hein, parce qu'on me pose chaque fois la question. Alors, ce qu'il m'arrive de faire, parfois, c'est de le prendre en photo, tu sais, par-dessus, pour voir Mhm. ce que ça donne, si ça me convient ou pas. Et après, ben, soit je continue à rajouter des... J'ai appris avec le temps à me dire stop. Par le passé, j'ai déjà raté des toiles, je trouve, parce que j'en rajoutais, on en rajoute encore un peu. Finalement, après, ça devient brouillon. Maintenant, j'essaie de suivre mon instinct et ma voix, me dire stop, c'est fini. Et là, je laisse dans un coin sécher avant les phases de vernissage. Ok, je le comprends bien parce que effectivement, quand on est on va dire en phase de démarrage, on expérimente beaucoup de choses et on a parfois tendance à se dire que ah ouais mais il manque et on rajoute au lieu de se dire bah non en fait là c'est bien et si j'en rajoute ça va être moins bien. Vraiment ça, vraiment ça. Et c'est vraiment en expérimentant tout ça au fur et à mesure des années qu'on se rend compte, à un moment donné, il faut s'arrêter. Parfois, je fais même des tableaux très minimalistes, donc c'est encore plus compliqué de s'arrêter. Oui, surtout quand on a un travail en épaisseur et en matière comme tu fais, c'est pas Voilà. évident de se dire oh je m'arrête là parce que je voulais faire minimal. Ouais, ouais, c'est ça, c'est drôle. Puis parfois, je pars avec une idée et puis j'aboutis à autre chose, hein. Ça, je suppose que c'est assez aussi fréquent. Je peux très bien partir avec une idée en tête et puis au fur et à mesure de la journée et des heures qui passent, aller vers autre chose. Ça, j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est intéressant de me laisser porter par le mouvement, par la peinture, par la réaction. J'aime bien ça. Ouais, j'entends bien et je le conçois très bien. Il y a, comme tu dis, puis j'ai déjà interviewé une dame qui fait à peu près la même chose, où elle dit que bah, des fois, elle avait une idée au départ, puis bah, au final, ça donne complètement autre chose, ce qui est très bien aussi, mais c'est pas du tout ce qu'elle avait prévu à l'origine. C'est assez amusant, ça d'ailleurs. Sauf après, quand je fais un travail un peu plus précis travail aussi un peu sur commande.
D'accord. Expérimenter ça, c'est assez étonnant, ça. Oui, pour un artiste abstrait, du travail sur commande, c'est pas forcément simple. Explique-moi un peu ça. Eh bien, en fait, récemment, c'est quelqu'un que je connais bien qui m'a demandé si je pouvais faire un tableau avec un mot qui s'appelle Mhm, évolution. mhm, C'est vaste. mhm. J'ai fait une grande toile, j'ai réfléchi, c'était amusant et puis j'ai exploré plein de pistes. Je suis partie sur l'idée d'une spirale, un peu, tu sais, les figures géométriques sacrées, Mhm. spirale en fait partie. Donc, j'ai proposé cette idée-là parce que je quand même, comment ça l'a séduit. Il m'a dit, tu carte blanche. Et j'ai fait ce tableau-là, mais j'ai intégré dans le fond des papiers, des statuts d'une association. J'ai rajouté plein de choses, j'ai caché plein de choses dans le tableau. Tu vois. Mhm. Créer une histoire pour lui seul, au-delà de ce qu'on pouvait voir en apparence avec cette spirale de l'évolution. Ok, ça m'intéresse comme principe. Alors, un autre point, je t'en as parlé un petit peu au début et je voudrais que tu développes ça, mais est-ce que tu as des rituels ou des habitudes qui t'aident à rentrer en état créatif? Non, le retail, c'est de m'installer avec mon café, mon verre d'eau, ma toile, mes pinceaux, d'avoir tout à proximité. Et après, je m'y mets. J'ai pas de gris-gris, j'ai pas de truc particulier. Je mets pas le même t-shirt. Hein, enfin, non, l'important, c'est de m'installer dans mon espace. C'est ça, pour moi, c'est ça la phase favorable à ma création. Alors, autre chose, quand t'arrives le matin dans ton atelier, est-ce que la veille t'as tout rangé, tout est propre, ou tu trouves le bazar, j'allais dire le merdier de la veille, et tu recommences et tu réécris sur le bazar, ou est-ce que tout doit être clean, propre, et tu repars d'un truc nickel? En général, quand j'ai fini, j'arrive au bout d'un tableau, c'est un peu le bazar, hein, forcément, parce que j'ai utilisé des tas de pinceaux, des tas de couteaux, des tas de peintures, de couleurs, j'en ai un peu partout. Et en général, je laisse. J'ai pas envie de cette phase-là. Mais pour retravailler le lendemain ou un autre jour, je fais quand même le vide pour pouvoir repartir avec un espace vide dans ma tête. Tu vois, je repars sur un nouveau tableau. Donc, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas forcément les mêmes outils. Donc, je range les étagères, j'ai tout bien rangé pour après pouvoir me servir pour faire ce nouveau travail. Ok, donc l'aménagement de l'espace fait aussi partie du rituel de créativité. C'est important. Enfin, pour moi, c'est important. Ouais, mais moi aussi, en fait, c'est très important que j'ai des informations comme ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Alors quand je dis je, c'est pas pour moi seul, hein. J'avoue que là, c'est quand j'enregistre, c'est un peu pour tout le monde et c'est aussi pour moi parce que j'apprends plein de choses à chaque fois. Je vais te poser d'autres questions au sujet de tes retours par rapport au public sur tes œuvres. Comment est-ce que tu réagis quand tu as un retour positif ou négatif sur tes œuvres? Alors, un retour positif, c'est extrêmement gratifiant en fait parce que c'est compliqué. Enfin, les premières expositions, surtout maintenant, quand je suis un petit peu plus à l'aise, mais c'est extrêmement difficile d'aller montrer ce qu'on a fait tout seul dans son coin, dans sa tête, avec son travail, de s'exposer au regard des autres. C'est pas forcément facile puisqu'on est toujours un peu en doute de ce qu'on fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc, Le, le fameux syndrome de l'imposteur qui traîne toujours en douce, en cachette, dans un coin de la tête. ouais, c'est ça. Puis parfois, ça ressurgit. Ça ressurgit. Récemment, il y a une dame, j'ai exposé à l'ESTA, qui me dit, elle rentre, parce que c'est toujours mon exposition, résonance nocturne et impulsion, et colorée, elle me dit, oh, mais tous vos tableaux, c'est sombre, c'est des fonds sombres. Mais moi, je l'ai pris de façon créative. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais travaillé de cette façon-là et que j'envisageais justement de faire en miroir mes résonances diurnes, donc travailler sur l'autre aspect de couleur. Donc, pour elle, elle était partie, elle était contente. Ça me paraît très Après, j'ai important. eu récemment ouais, une petite fille, alors que j'ai trouvé les enfants, les enfants dans les expositions, c'est extraordinaire. Une petite fille qui est venue, là, 8-10 ans, qui me disait, oh, celui-là, il est extrêmement intéressant. Elle avait un vocabulaire. Mhm. Ah, celui-là, et c'est étonnant ce travail. Comment vous avez fait pour faire ça? C'était drôle, c'est drôle. J'aime bien. En général, j'ai quand même globalement des commentaires plutôt positifs. Les négatifs, peut-être que les gens les gardent pour eux.
Pour ce que j'ai vu de ton travail, moi j'ai pas de commentaires négatifs à faire dessus. Je trouve qu'il y a une vraie maturité dans tes toiles et qu'il y a un vrai... on sent du vécu. On n'a pas l'impression d'un artiste débutant. J'y vois moi des influences extérieures, mais tu me dis que tu les ressens pas. Moi, j'en vois quelques-unes. J'ai un peu des impressions de ta pièce et de Miro dans ce que tu fais. Pas forcément aussi monumental, mais je vois des artistes comme ça dans ce que tu fais. Est-ce que tu as déjà collaboré avec d'autres artistes ou participé à des projets collaboratifs? Non, les seules collaborations, c'est dans les expositions collectives que j'ai faites. Non, je n'ai pas participé encore. Pas eu l'occasion, sans doute. Ça doit être intéressant aussi, parce que là, il faut se confronter à d'autres personnalités pour arriver à un projet commun. Ça doit être intéressant aussi pour explorer d'autres sources justement de créativité, sans doute. À voir pour plus tard. D'accord. Tu as parlé plusieurs fois d'avoir préparé toi-même des expositions. Comment est-ce que tu choisis les lieux pour présenter ton travail? Alors, ça, c'est pareil. C'est quelque chose que je fais évoluer maintenant. Au début, c'était de chercher des endroits exposer, notamment les expositions locales en Normandie, en Provence. J'ai participé à différentes expositions, mais en me trompant aussi parfois de choix de lieu, parce que finalement, exposer, c'est bien aussi de choisir un lieu ou un thème qui correspond à son travail. Parce que finalement, je me suis retrouvée parfois à exposer avec mes toiles abstraites, avec une série d'artistes qui font que des paysages, par exemple. Tu vois. Ça collait pas du tout. Pas Oui, intéressant. Donc, c'est ce travail de sélection que je cherche à faire beaucoup plus maintenant. ok, c'est intéressant comme élément, effectivement. Puisque on parle d'exposition dans un lieu physique, est-ce que tu exposes en numérique? Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle particulier dans la diffusion de ton art? Ou est-ce que tu t'en occupes pas du tout et quelqu'un le gère pour toi, peut-être? Non, moi je gère tout moi-même. C'est ce que on me dit. Il faut absolument arriver à déléguer. Non, je suis sur Instagram, ça oui, et LinkedIn depuis quelque temps de façon plus régulière, parce que c'est un réseau qui est assez intéressant pour toucher un certain style de musique. Mhm. J'ai un site internet, donc, mais sinon, les plateformes, je les fais un peu, mais je m'en suis pas trop occupée parce que c'est quand même assez chronophage. Euh, Je sais pas trop si c'est efficace, si ça permet. C'est un travail encore à développer, je pense. Maintenant, on va parler un petit peu de transmission et d'avenir, parce que c'est important pour beaucoup d'artistes que j'ai interviewés. Alors souvent l'idée de laisser les œuvres à la postérité, c'est intéressant, mais aussi l'idée de former. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la peinture en tant qu'artiste peintre? Eh bien, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des personnes que j'ai rencontrées lors de mes expositions. Ils me disaient, mais ça me plaît, j'aimerais essayer, mais je n'y connais rien. Donc, c'est vrai que je les ai toujours encouragés à se lancer, d'essayer. Je pense qu'il faut essayer et puis de travailler un peu, réfléchir sur le support qui pourrait leur plaire. Commencer éventuellement avec du papier, travailler quelques couleurs. Enfin, j'ai toujours incité les gens à essayer. À essayer. Ton conseil pour quelqu'un qui veut commencer, c'est bah, essaye et tu verras si ça te plaît. De se lancer pour voir si ça pouvait, ou de faire partie, ou de faire des cours. Il y a des gens qui ont besoin d'être dans un cadre un peu plus pédagogique, voire oser se lancer. Qui se sentent légitimes en fait après avoir pris des cours, c'est Oui, ça? voilà, c'est ça. C'est vrai que parfois on me dit, mais t'as pas fait de grand machin. Je dis, mais moi, je m'en fiche. J'ai pas envie de m'enfermer dans des codes et dans des cours qui sont pas forcément adaptés à ce que j'ai envie de faire. C'est parfois un peu contraignant, hein, les cours. Eh ben, Moi, j'aime bien faire ce que je veux quand je veux c'est un et vrai parce que je débat, veux. le sujet des cours, hein. Il y a des gens pour qui c'est important, effectivement, de se dire, ah oui, mais alors, tu vois, j'ai fait 3 ans d'école d'art, donc je suis légitime en tant qu'artiste, alors que d'autres qui n'ont pas fait d'école d'art et qui sont, on va dire, parfois plus authentiques dans leur démarche, mais moins techniques dans la réalisation. Et au final, on ne sait pas exactement lequel est plus ou moins légitime. Pour moi, les deux se valent. Je n'ai pas spécialement de jugement de valeur à faire là-dessus. À partir du moment, moi, ce qui prime, c'est le message et l'authenticité. Au-delà de ça, pour moi, c'est de la poudre aux yeux.
Si tu as un vrai message et que ce que tu fais, c'est authentique, ça vient de tes tripes, ça se voit, ça se ressent. C'est ça, parce que c'est vrai que parfois on n'est pas adapté à l'esprit court. Mais moi, j'ai beaucoup de. Je discute souvent sur le terme d'autodidacte, qui parfois est un petit peu galvaudé et mal jugé, alors que l'autodidacte, moi, je suis en permanence en recherche. Je cherche des choses, je veux savoir si peux trouver d'autres techniques, si je peux réfléchir à des choses qui sont intéressantes à creuser pour m'informer moi-même. Je pense que ça me nourrit aussi. Je sais pas ce que tu penses du terme d'autodidacte, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors, moi, c'est un terme que j'aime beaucoup parce que je fais beaucoup de choses en autodidacte, notamment le podcast que tu écoutes maintenant. Je fais de la peinture, de l'origami, je fais plein de choses en autodidacte, du montage vidéo, des choses que en fait, j'adore apprendre. Et du coup, quand on aime apprendre, eh ben, on apprend plein de trucs et on nourrit son cerveau et on nourrit son imagination avec plein de choses autour de nous. Donc oui, il y a des choses que je rêve encore de faire et que j'ai pas eu beaucoup de courage, notamment du design d'origami par exemple. Mais oui, moi j'adore le terme autodidacte et je me considère moi comme un grand autodidacte. Alors grand, pas au sens où je suis génial, mais au sens où j'ai appris à faire beaucoup de choses tout seul. Mais c'est justement, je pense que tout ça, c'est être guidé par la curiosité, quoi, comme tu disais, l'envie d'apprendre. Ah ça, moi ça me nourrit. Voilà. Moi, je fonctionne complètement comme ça. C'est riche. Tu sais, j'adore une citation d'Einstein qui dit la créativité, c'est Les gens l'intelligence qui qui s'amuse. s'amusent. J'adore cette citation. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Ok, ok, Je ok. vois voilà. Mais on le voit bien, moi je le vois parfaitement en train de dire un truc pareil. Je sais pas si c'est une citation authentique, elle lui est attribuée, Ouais. mais je l'imagine très bien dire un truc comme ça. Est-ce que tu as des projets ou des aspirations artistiques que tu n'as pas encore explorées et qui te tentent vraiment? Ah bah ça, les projets, j'en ai plein, hein. Des expos, j'avais plein de projets finir l'année. En 2026, j'ai déjà des choses intéressantes, notamment exposition avec GATT, Ok, dont je fais partie de son cercle 76. ok, J'ai des choses à faire. Et ce que j'aimerais bien, moi, c'est mon envie d'évoluer vers à l'exposer à l'international. Chose qui m'intéresse vraiment. Me ok. confronter à d'autres. Ça, c'est des aspirations artistiques, ok. Mais je voyais plus ça dans le genre, Ah, ah bah je voudrais faire tel type de toile ou quoi. Enfin, moi, je voyais la question dans ce sens-là, mais après tout, tu y réponds à ta d'accord. manière. Oui. Ben, moi, les styles de toile, ce que j'aimerais alors à ce moment-là, c'est pouvoir avoir un espace suffisamment grand pour faire des très grandes toiles. Ah. J'aime les grandes toiles. Chose. Alors, c'est pas très facile à vendre hein, si on se place sur le côté. Mais bon, c'est j'aime les grands gestes, tu vois, plutôt que les petits gestes. Et puis c'est ton truc, et après tout, tu as le droit de faire Oui, ce que tu veux. Le bien sûr. principe de vendre, c'est important pour faire bouillir la marmite, mais Voilà. l'authenticité passe par ce que tu as vraiment envie de faire, et donc tu vendras plus facilement un truc que tu as vraiment voulu faire qu'un truc que tu as fait pour te nourrir, en fait. De toute façon, quand on peint, c'est pas l'idée de vendre qui compte, c'est on fait son travail. La vente, l'entreprise, comme on disait tout à l'heure, c'est autre chose. C'est un autre aspect. Mais création, la créativité, c'est la partie production. On a son tableau, Et puis comment c'est ça la se partie passe. qui plaît vraiment, en fait. Ah bah s'il y avait pas ça, ça sert à rien. Sinon, on se fait marchand d'art et on fait autre chose. Ouais, je suis bien d'accord. Comment vois-tu l'évolution de ta peinture dans les prochaines années? Alors en fait, tu as commencé à y répondre avec tes expos et un potentiel à l'international. T'as déjà commencé à explorer ces pistes-là ou c'est juste dans l'air du temps? C'est un peu dans l'air du temps de mes réflexions. J'ai deux, trois contacts, il faut que je creuse un peu. Mais ça fait partie au moins déjà proche, tu vois. J'aimerais bien essayer un peu régie, la Suisse. Voir, j'aime bien. Ok. Sortir un peu de mes deux régions de prédilection. Je vais te Moi, mettre je fais en l'expo à contact. Paris fin d'année, par exemple, tu vois. Je Ça, vais, je c'est vais te mettre en contact avec complexe. Arlette qui est en Belgique. C'est une peintre qui est Ah oui, super. dans mon réseau LCL dont je te parlais tout à l'heure. Je pense qu'elle te plairait. Je pense qu'elle te Ah, plairait. super, C'est une femme vraiment super. intéressante. Ah, chouette. Ah, avec plaisir. Et ok, chouette. Bah écoute, pas de problème. Tiens, une question un petit peu. Je sais pas comment ça s'appelle ces questions, tu sais, mais si tu pouvais peindre n'importe où dans le monde, tu irais où? Ah, ouais, alors ça, j'avais. Où est-ce que j'irais? Où est-ce que j'irais? Déjà, moi, j'aime tous les pays chauds.
où il fait chaud. Où est-ce que j'irai? Poser la question. Ou alors au bout du monde. Je sais pas. C'est quoi, bout du monde pour toi? Le Finistère? Du monde, c'est c'est Norvège, l'Islande ou la Patagonie. Ça, c'est pas des coins où il fait chaud, hein? Non, mais ça fait rien. Ça fait rien. Oui, C'est chaud mais dans le cœur des gens. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en attendant, je suis d'accord avec toi aussi qu'être complètement perdu au bout du monde, comme tu dis, en Norvège ou en Patagonie, ça doit être des émotions absolument incroyables. C'est quelque chose qui me tente moi. Alors pas vraiment la Norvège, parce que moi j'aime pas le froid, je suis comme toi. Mais ouais, moi j'ai bien une idée pour toi, mais on en parlera hors antenne. Ok. Est-ce qu'il y a un message ou une émotion que tu souhaites particulièrement transmettre à travers tes œuvres? Euh, L'émotion, c'est, comment dire, la curiosité. J'aime bien que les gens sont, souvent je vois ça devant mon tableau, et puis ils cherchent, ils se posent plein de questions. Ils disent, ça veut dire quoi? Ça représente quoi? La curiosité, quelque chose qui me plaît bien de provoquer chez les gens. Ok, bah écoute, j'aime beaucoup cette réponse-là. Je te remercie beaucoup. On est au bout des questions que j'avais à te poser. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai pas posée? Alors, est-ce que j'aurais aimé qu'on me pose? Non. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je Ouais, vais. c'est simple. Bah Non. oui, oui, les phrases ont pas de frange, c'est à l'emporte-pièce, mais c'est très bien. Merci beaucoup pour le temps que vous venez de consacrer à cet épisode. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le réaliser. Et si vous voulez continuer l'aventure avec nous, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, j'avais oublié de vous le dire en intro. Très bonne journée, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.